Bonjour à tous et bienvenue dans notre Zoom, aujourd'hui en compagnie de Roland Hureau. Bonjour monsieur. Bonjour Pierre Bergerot. Roland Hureau, vous êtes agrégé d'histoire, ancien élève de l'école normale supérieure et de l'ENA. Vous avez été le conseiller de Philippe Séguin. Lorsqu'il était le président de l'Assemblée nationale, vous publiez cet ouvrage aux éditions de Paris Max Chaleil, L'homme qui n'aimait pas la France, un ouvrage que nos téléspectateurs pourront retrouver sur la boutique officielle de TV Liberté. L'homme qui n'aimait pas la France, Roland Hureau, c'est évidemment Emmanuel Macron. A-t-il, selon vous, échoué dans la mission qui lui a été confiée il y a 5 ans maintenant, et peut-être même 10 si on compte à l'époque où il était directeur général adjoint à l'Élysée et ministre de l'économie de François Hollande. Et conseiller écouté, parce qu'il y avait beaucoup de conseillers mais qui n'étaient pas écoutés. Et il a été écouté en particulier pour certaines mesures particulièrement impopulaires. A-t-il échoué ? Alors, par rapport à quoi ? Par rapport à sa mission fondamentale qui est la sienne de diriger la France, oui, incontestablement. Mais quelle est sa vraie mission ? Est-ce que les gens qui l'ont mis là, au niveau national ou international, s'attendaient à ce qu'il sauve la France, qu'il relève la France? Et s'ils ne s'attendraient pas plutôt à ce qu'il l'achève, l'achève. Et Dieu merci, il ne l'a peut-être pas encore achevé, mais il l'a affaibli sur tous les plans qu'il a pu. Et c'est ce que j'ai essayé de montrer dans ce livre, c'est dans cette atmosphère cotonneuse, que lui-même d'ailleurs, que ses stratèges de campagne ont introduite dans la campagne présidentielle actuelle, on ne regarde pas ça. Là, j'ai voulu rappeler dans ce livre tout le mal qu'il avait fait, fait, chapitre par chapitre, et j'ai cherché en vain le bien qu'il aurait pu faire. Bien trouvé un petit quelque chose, mais ça n'était pas le fond du sujet. Et j'ai voulu le faire fort de ma double expérience, c'est-à-dire à la fois politique, vous n'avez pas rappelé que j'ai fait quand même une dizaine de campagnes électorales, et aussi administrative. Je connais assez bien ce qui se passe dans les différentes administrations, pas toutes, mais beaucoup. Et je n'ai vu que du mal partout. Ou rien du tout, où il a laissé les choses aller au fil de l'eau, telles qu'elles allaient avant, c'est-à-dire avec des schémas technocratiques qui exaspéraient les Français. Vous dites qu'on a mis Emmanuel Macron à la place qu'il occupe actuellement pour achever la France. Qui a intérêt à achever la France ? Les mondialistes. Mais les mondialistes, il n'y a pas un QG des mondialistes. C'est une espèce de galaxie internationale. Vous avez Davos, mais vous avez le club de Bilderberg, vous avez des gens dans l'État profond américain, vous avez, je ne connais pas, le Parti démocrate américain. Le Parti démocrate américain, dont il est un fils spirituel, oui, et puis qui a une filiale qui s'appelle le National Endowment for Democracy, très lié à la CIA et très lié à Macron. Incontestablement, pour un projet de gouvernement mondial ou le gouvernement avec une puissance hégémonique que voudraient être les États-Unis, la France, c'est la forte tête. On s'en rend pas compte parce qu'on voit nos dirigeants plier les chines à peu près en toutes les circonstances depuis quelque temps. Mais vous savez, nous sommes comme l'élève au fond de la classe, il dit rien, mais on le soupçonne quand même parce qu'il a mauvaise réputation, et donc la France, à cause du général de Gaulle, parce qu'il est insoumis, cet élève, parce qu'il est catholique. Non, parce qu'il a la gueule d'un il a la gueule d'un turbulent, même quand il turbule pas, quoi. Quant à la France, oui, il y a il y a toute l'histoire de France, il y a toute la fierté française, il y a toutes les réalisations françaises qui sont considérables quand on nous les pique pas, comme Alstom, par exemple, l'affaire Alstom par laquelle Macron s'est lancé, ce sont des réalisations françaises. Macron est quand même l'homme qui a vendu Alstom, et Alstom, c'était d'un côté la turbine Arabelle, grande création des ingénieurs français, et c'est de l'autre côté le TGV, grande création des ingénieurs français. On va y venir, oui. Roland Hureau. Mais vous dites que Emmanuel Macron n'est pas un élu républicain. Pourquoi ? Parce qu'il a triché de son élection
je dis ça parce que, généralement, dans un second tour de présidentiel, il en a déjà eu un, il en aura peut-être un deuxième, il dit, moi, je rassemble tous les républicains contre le fasciste, qui est un tel, ou qui est un tel, ou une telle, etc. Mais la réalité, c'est que Macron a violé toutes les lois de la République. Et en particulier, cette loi fondamentale qui est inscrite dans la Déclaration des droits de l'homme, texte signé par le roi Louis XVI, mais enfin qui s'inscrit dans la tradition juridique française, qui est la séparation des pouvoirs. Or, la dernière élection, ce sont les juges qui l'ont faite en exécutant François Fillon, et sur les ordres de François Hollande, mais il n'y avait pas que François Hollande, il y avait toute une galaxie de gens qui étaient à la fois dans l'appareil d'État et qui étaient dans les équipes de campagne de Macron. Oui, Eliane Houlette, qui est la responsable du parquet financier, avait bien dit qu'elle avait reçu des pressions politiques. Bien sûr, oui. Pour accélérer la démarche contre François Fillon. Tout à fait. Mais il n'y a pas que ça, d'ailleurs. Il y a son comportement général. Mais on y reviendra. Et sur la régularité des comptes de campagne d'Emmanuel Macron, on ne sait pas encore. Enfin, si. La presse britannique avait soulevé un lièvre. Elle aurait expliqué que George Soros lui aurait donné plusieurs millions. Oui, 80. Mais ça, des Britanniques qui sont très très au courant de tout ce qui se passe, qui ont des très hautes fonctions de consultants, qui me l'ont dit de manière très très claire, mais ça n'apparaît pas dans les comptes de campagne. Mais de même que Sarkozy a fait 2 campagnes qui ont été régularisés par la Commission nationale des comptes de campagne. Il a fallu plusieurs années pour qu'on s'aperçoive qu'il y avait énormément de fraude. Et aujourd'hui, il est condamné par la justice. Alors, ça va sûrement arriver à Macron, qui a gagné. Il a fait également une déclaration de patrimoine où on a l'impression qu'il s'est appauvri. Alors qu'il avait passé 2 ans chez Rothschild, pardonnez-moi, mais tout ça, alors que le pauvre Fillon, pour des peccadilles, avait été accablé par la justice et par la presse. Oui, on avait parlé du rôle de M. Macron dans le rôle qu'il avait joué dans l'opération Pfizer-Nestlé. Oui. On avait évoqué une somme. Ça, c'est avant, oui. Ouais. Non, mais bon, une somme considérable. Oui, il avait servi d'intérêt. Il a déclaré 550 000 euros de patrimoine, je crois. Oui. Et même un patrimoine en diminution entre sa première déclaration comme ministre des Finances et on sait pas où est passé l'argent. Mais il reste qu'il avait antérieurement, chez Rothschild, servi d'intermédiaire pour une des plus grosses opérations qui ont été faites, c'est-à-dire la cession d'une partie des actifs de Pfizer à Nestlé. Ouais, et essentiellement la branche alimentaire de Pfizer. La branche alimentaire pour enfants, etc. Donc, en fait, le personnage... il n'y a rien de limpide. Il n'y a rien de limpide dans le personnage. Et pour moi, la République, c'est quand même la République au sens large. C'est-à-dire, la monarchie, c'était déjà la République. Jean Baudin, son théoricien, a fait un livre qui s'appelle De Respublica et qui est la théorie de la monarchie. Mais, je veux dire, c'est une relation claire avec des gens clairs. Or, tout ça, nous en sommes très, très, très éloignés. Nous sommes dans un affairisme absolument scandaleux. Il faudrait le rappeler aux Français tous les jours, dans cette campagne électorale. On a la mémoire courte en France. Roland Hureau, votre ouvrage a été écrit, excusez-moi, avant le déclenchement du conflit en Ukraine. Néanmoins, vous accusez le président Macron d'avoir laissé pourrir la situation entre Moscou et Kiev. Qu'est-ce qu'il aurait pu faire? Qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Effectivement, je l'avais déjà signalé avant le conflit. Il y a eu les accords de Minsk qui ont été signés en 2015. Et au sein des accords de Minsk, il y avait ce qu'on appelait le groupe de Normandie. France, Allemagne, Russie, Ukraine, mais qui devait, sur une certaine base, essayer de trouver un accord pour consolider, pacifier l'Ukraine et donner satisfaction à toutes les parties. Les 2 pays occidentaux qui étaient garants de cette négociation et de l'application des accords de Minsk, c'était la France et l'Allemagne, les États-Unis étant en retrait. Et de l'autre côté, il y avait l'Ukraine et la Russie qui étaient... non seulement il n'a fait aucun effort, mais nous avons des indices pour penser qu'il les a sabotés, ces accords. Et si ces accords avaient progressé, ne serait-ce que progressé, sans qu'on aboutisse, eh bien, on n'aurait peut-être pas la guerre d'aujourd'hui. Donc je le tiens, il avait une haute responsabilité, en tant que représentant de la France, de pacifier l'Ukraine à partir de cette base juridique qui était les accords de Minsk. Et non seulement il l'a pas fait, mais je pense qu'il a saboté il a saboté cette opération, sans prévoir probablement que
que la guerre lui profiterait électoralement, pour moins jusqu'ici, il reste encore un mois. Jean-Marc Ayrault, alors ministre des Affaires étrangères de François Hollande, avait également une responsabilité dans le laisser-aller. Oui, mais en fait, c'était un personnage de seconde zone. Oui. Pardonnez-moi. La vraie politique de Hollande, elle était faite par Macron. Je veux dire que Macron a 10 ans de présidence. Je veux dire, il faut que les Français prennent conscience qu'ils l'ont depuis 10 ans parce qu'il a été ministre des Finances, conseiller à l'Élysée et conseiller particulier, privilégié de François Hollande, et qu'ensuite il repique comme président. Donc, comme on disait en mai 68, 10 ans, c'est assez. Vous évoquez la docilité d'Emmanuel Macron à l'égard des grandes institutions internationales, mondialistes, l'OTAN, l'OMC, le FMI, l'OCDE, le GIEC, le Forum économique de Davos. Par rapport à l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, comment a-t-il agi au moment de la crise du Covid ? On critique beaucoup le gouvernement français. Il y avait beaucoup de désordre dans le ministère de la Santé pour des raisons qu'il faudrait expliquer, précisément parce qu'on l'avait réformé tellement que... Mais la question n'est pas là. La question, c'est que ce qui a été fait contre le Covid en France, c'est du copier-coller des instructions internationales, ce qui a été fait dans tous les pays. Et on cherche en vain une marque personnelle. Il aurait pu, sauf sur le plan électoral, quand telle ou telle mesure de confinement, par exemple, il fallait attendre un mois parce qu'il y avait des élections régionales ou départementales, alors là, il jouait sur le calendrier, comme il continue à le faire. L'Allemagne a pris des libertés sur les directives de l'OMS. Par exemple, l'Allemagne a autorisé l'hydroxychloroquine. Et c'est la raison pour laquelle il y a, au total, au moins pour l'année 2021, il y a 10 millions de morts en moins en Allemagne. On a dit, le système de santé allemand est bien meilleur. Non, il n'est pas meilleur. Le nôtre était aussi bon. Mais l'Allemagne a pris quelques libertés, pas beaucoup, et d'autres pays ont pris des libertés aussi. Les Anglais ont été un peu plus flexibles sur le confinement. Alors je ne parle pas de la Suède qui n'a presque rien appliqué, mais c'est une exception sur le plan international. Vous évoquez les gnomes de Davos et leur dictature du Covid qui aurait vocation à préparer le grand reset. Quelle définition vous donnez à cette notion de grand reset ? Je croyais que c'était le gnome, c'est un personnage affreux qui se trouve dans la mythologie germanique. Mais c'est pas moi qui l'ai inventé ce mot, ce sont les gens de Davos et notamment Klaus Schwab, le président fondateur de la conférence de Davos qui réunit les hommes les plus riches et les plus puissants du monde une fois par an. Là, ils l'ont fait... Ils l'ont pas fait directement, mais enfin, ils l'ont fait aussi. Il a publié un rapport qui s'est traduit par un livre, et même plusieurs livres. Il y a un site où disent leurs intentions. Leurs intentions, c'est il faut refaire le monde complètement. Il faut refaire le monde. Et il faut profiter, rebondir sur la crise du Covid, et notamment sur toutes les disciplines qui ont été imposées aux populations à l'occasion du Covid et qu'elles ont acceptées, pour, avec les mêmes genres de disciplines, revoir toute une série de choses. Une de leurs obsessions, c'est le réchauffement climatique. Ils n'ont pas le moindre doute sur le fait que ce soit l'homme qui est responsable du réchauffement. On ne va pas parler de ce sujet-là, mais je veux dire, pour eux, c'est un dogme. Donc, quand vous voyez Bruxelles qui interdit le gazole, Bruxelles qui interdit, qui a un plan pratiquement pour supprimer l'automobile autre qu'électrique en Europe, je veux dire, c'est du copier-coller des rapports de Davos. Et puis sur toute une série d'autres sujets, il y a des choses extrêmement dangereuses. Par exemple, l'idée que la propriété privée, c'est quelque chose de mauvais et qu'il faudra trouver un monde où tout le monde sera locataire et très heureux de l'être. Ce qu'ils disent, esclave, mais très heureux de l'être. Et sauf quelques magnats qui sont aujourd'hui, d'ailleurs, à la tête de toute cette organisation, qui sont richissimes et qui le seront encore plus, et qui manipuleront le reste de l'espèce humaine. Un capitalisme de connivence en haut, oui, mais pour l'élite plutocratique, et puis un socialisme pour la masse en bas. C'est ce qu'on appelle le socialisme fabien.
Écoutez, Fabien, je ne sais pas, en tous les cas, c'est ça le modèle. C'est ça le modèle. Et quand vous dites en haut, c'est très très peu de gens. Très très peu de gens. D'ailleurs, ceux qui prétendent faire ça aujourd'hui, nous les connaissons. Il y a George Soros, il y a Bill Gates, et il y en a quelques autres qui sont également très puissants. Et oui, mais c'est un rêve fou. Mais quand vous voyez que que Macron fiscalement vise les classes moyennes, c'est-à-dire qu'il n'a pris aucune mesure d'allègement fiscal pour les classes moyennes, alors qu'il a supprimé la taxe d'habitation qui touche toute la population, et en particulier tous les immigrés installés en France, y compris les locataires. Donc vous avez la moitié de la population, dont tous les immigrés, qui ne paient plus d'impôts grâce à Macron, mais comme les dépenses elles vont rester, ça veut dire qu'on va le faire payer aux classes moyennes. On ne va pas non plus remettre en cause la suppression de l'ISF, qui est l'autre de ces grandes mesures. Vous avez les classes moyennes qui, dans le schéma, sont prises en sandwich. Et ce schéma est un schéma international. Il n'est pas ouvertement avoué, encore que quand on cherche dans les textes, on le trouve. Macron l'applique. Et malgré ça, vous avez encore une partie des classes moyennes qui trouvent que Macron, il fait bien son boulot et qu'il nous protège. Mais c'est un manque de lucidité. Et puis aussi un aveuglement qui sont assez sidérants. Et j'ai voulu, dans ce livre, attirer l'attention sur toutes ces évolutions qui sont tout à fait calamiteuses et qui vont s'aggraver si jamais il est réélu. Vous dites qu'Emmanuel Macron s'évertue depuis son arrivée aux affaires de saper la puissance française. C'est quoi les exemples les plus frappants ? Il y a d'abord Alstom. Alstom, c'est très important pour lui, parce que Alstom a bénéficié à des tas de gens qui ont tous contribué à son compte de campagne de la première présidentielle. Alstom, c'est pas seulement le TGV, c'était les turbines la turbine Arabelle qui servait, et puis surtout toute la maintenance de nos sous-marins nucléaires lanceurs d'engins. C'est-à-dire c'est un regard américain sur le principal élément de la puissance française. Alors, vous avez ensuite la multiplication de coopérations internationales en matière d'armement, parce qu'il y a l'économie générale, le nombre d'entreprises qui sont passées sous contrôle étranger depuis 5 ans est tout à fait sidérant. Technip, Lafarge... Bien sûr, absolument, absolument. Et Morpho et d'autres. On continue comme ça, il n'y a plus rien de français dans les grandes entreprises qui dominent le paysage économique de notre pays. Un paysage qui d'ailleurs tend à se rétrécir. Vous me parliez de sa docilité. Première chose qu'il a faite, c'est d'appliquer le règlement sucrier qui avait été décidé par Bruxelles, parce que pour faire du mal, il suffit d'appliquer la production de sucre en France. De sucre en France. Il a appliqué c'est-à-dire libre-échange généralisé en matière de sucre. Le lendemain, pratiquement toutes les sucreries de France ont été fermées. Et puis quand vous parcourez les campagnes de France, vous voyez de nombreuses petites villes qui n'avaient qu'une seule industrie. Cette industrie a fermé, elle a été délocalisée, elle n'a pas été remplacée. Quelques-unes qui ont réussi à maintenir une activité, mais beaucoup qui l'ont perdue. Et le fond du monde rural français puis du monde des petites villes, c'est une catastrophe. Il y a une souffrance extraordinaire. Ça existait avant, mais lui, il a tout fait pour aggraver les choses. Sans parler du projet Hercule de démantèlement d'EDF qui fait... Là, vous trouvez, il agit rarement seul. Il agit avec la Commission européenne. Et la Commission européenne, souvent, pas toujours, c'est sous l'impulsion allemande. EDF était une de nos grandes réussites industrielles depuis 30 ans, et principalement à cause du nucléaire, mais aussi d'une très très belle organisation sur le territoire. Il y avait des jaloux, les Allemands étaient jaloux, les Anglais étaient jaloux, d'autres étaient jaloux. Ils ont obtenu de Bruxelles un projet de démantèlement d'EDF. Alors il ne resterait dans le giron de l'État que les centrales proprement dites, mais tout le reste serait privatisé, mais privatisé par morceaux. Il n'y avait aucune raison de faire ça. C'est une réforme purement idéologique. Et c'est une réforme imposée de l'extérieur, parce que ma conception de la réforme, c'est qu'on réforme ce qui ne va pas. Or, EDF marchait très bien.
Et heureusement que nous avons encore des centrales qui, malgré la fermeture de Fessenheim, qui est très regrettable, qui vont permettre tout de même aux Français de se chauffer mieux, pas cet hiver qui va se terminer, mais l'hiver prochain où ça risque d'être la catastrophe, puisque nous recevons le gaz, le charbon et de Russie et le pétrole, et nous faisons des sanctions en disant vous ne nous les vendrez plus, vous les garderez, ce qui est totalement délirant comme démarche. C'est-à-dire qu'il faut s'attendre à une crise énergétique fantastique à l'hiver prochain. Elle pourra peut-être être amortie en France. Elle pourrait être amortie en France grâce à notre parc nucléaire, mais ne le sera pas parce que parmi les absurdités européennes, il y a l'alignement des prix de l'énergie, toute catégorie et tout pays confondu, c'est-à-dire que si vous avez une grosse pénurie de gaz, une grosse pénurie de charbon, automatiquement l'électricité, même dans un pays qui a beaucoup de moyens de la produire, va monter en flèche. C'est ça. Christine Lagarde, à l'époque ministre de l'économie de Nicolas Sarkozy, avait conseillé les Français de porter un pull s'ils avaient trop froid. Elle est d'ailleurs peut-être pressentie comme le futur Premier ministre Emmanuel Macron s'il continuait. Si c'est pas Valérie Pécresse d'ailleurs, parce que ça pourrait être. Vous dites Christine Lagarde n'existe pas. C'est une quelqu'un qui est. C'est une représentante. Oui, à peine. Oui. Vous dites que le démantèlement industriel de la France est l'effet de l'euro qui rétrécit les marges. Expliquez-nous ça. L'euro ne fait pas que rétrécir les marges. L'euro est une catastrophe absolue. Et les deux seuls candidats qui étaient très clairement pour son démantèlement, c'est-à-dire Asselineau et puis Philippot, n'ont pas eu les signatures. C'est-à-dire que le principal problème économique qui est posé à notre pays ne sera pas posé par les candidats, par les 10 ou 11 candidats qui ont été retenus, ce qui est quand même un scandale démocratique. On peut être pour l'euro, mais on peut quand même penser que c'était le moment d'en débattre. Les conséquences sont dramatiques. Il y a une étude allemande qui a montré que tout ce que nous avons perdu, que l'Allemagne a gagné, mais peut-être pas autant qu'on le croit, mais la France et d'autres pays, l'Italie par exemple, ont terriblement perdu. Mais l'euro, c'est comme si vous aviez une surtaxe de 20% sur tout ce que vous produisez. Je simplifie les choses, je ne vais pas me mettre à faire un cours d'économie, mais imaginez que tout ce que produit la France, vous lui appliquez une surtaxe de 20 ou de 25%, que les autres pays, que nos principaux concurrents ne payent pas, vous avez la situation. Donc vous vendez beaucoup moins, et quand vous vendez beaucoup moins, vous avez plus de chômeurs en arrière, parce que là je parle des produits français, et puis les entreprises font moins de bénéfices, parce qu'elles sont tenues par un prix de vente qui est un prix de vente international, avec un prix de revient qui est, lui, national, et qui est excessivement gonflé par les conditions dans lesquelles l'euro s'applique sur notre territoire. Donc il va éclater. La question n'est pas de savoir si... je trouve absurde l'expression sortir de l'euro. La France ne sort pas de l'euro. Si la France n'est plus dans l'euro, ça veut dire que l'euro n'existe plus et qu'il est démantelé. Mais ça serait une très bonne chose, une très très bonne nouvelle. Je ne suis pas le seul à le dire. À peu près tous les économistes sérieux le disent. Tous les prix Nobel d'économie le disent. Mais il y a une espèce de gel de la pensée dans la classe politique qui est assez extraordinaire. Alors Zemmour a des doutes sur l'euro et il a raison, mais il se garde, il le dit pas trop fort et trop publiquement. En matière fiscale, rappelez-nous, Roland Hureau, comment le président Macron a tapé les classes moyennes au portefeuille tout au long de son quinquennat. J'ai déjà évoqué en parlant il les a pas tapé d'abord les allocations familiales qui en 1945 avaient été instituées pour être universelles, c'est-à-dire pour être reçues par toutes les catégories de la population, parce qu'on considère que l'enfant, il appartenait à tout le monde, et que la charge de l'enfant, c'était quelque chose de fondamental pour l'avenir de la France, a été supprimée ou pratiquement supprimée de toutes les classes moyennes. On a instauré alors ça, c'est Macron, ministre des Finances, c'est pas Macron, président. Président, il n'a plus rien fait, parce qu'il avait déjà fait tout le mal avant. Donc ça, sur le plan de la politique familiale, c'est un désastre, puisque...
je ne veux pas être polémique, mais les seules catégories prestations familiales qu'on n'a pas touchées, c'est par exemple l'allocation de rentrée scolaire, qui sont touchées par tous les enfants, et en particulier à hauteur de 40%, d'après ce qui a été calculé, ou 45%, par les enfants issus de l'immigration, qui, comme on sait, sont plus nombreux. Par contre, alors ensuite, il y a les exonérations des autres catégories sociales, que ce soit ISF ou que ce soit taxe d'habitation. Ça veut dire que l'État va gagner moins, et que le jour où il voudra économiser ses comptes, rétablir ses comptes, il sera obligé de taper sur les classes moyennes. Alors pour le moment, le problème ne se pose pas, parce que tout ça est camouflé par l'inflation. C'est-à-dire que les déficits, c'est-à-dire la planche à billets, permettent de distribuer de l'argent assez largement, notamment sous prétexte de baisse du niveau de vie, alors même que c'est le gouvernement qui a décidé l'augmentation du prix de l'énergie. Et on demande à personne de payer. On a des déficits. Sinon, si c'est la banque que vous parliez de Christine Lagarde, mais c'est elle qui fait marcher la planche à billets. Mais ça ne durera pas toujours. Depuis 5 ans, Roland Hureau, vous dites que Macron n'a eu de cesse d'humilier la France et de s'humilier lui-même. C'est vrai que les photos du président collé serré avec des jeunes torse nu à Saint-Martin parlent d'elles-mêmes. Est-ce que vous voyez aujourd'hui Emmanuel Macron être réélu? Dans le temps qu'il sortait de prison, quand même, dans les deux. Hein. Ouais. Je ne sais pas si c'était humiliant. En tout cas, c'était humiliant pour la France. Pour lui, ça m'est un petit peu égal. Il est allé dire en Afrique à plusieurs reprises, avec insistance, que la France avait commis des crimes contre l'humanité, y compris pour s'accuser de crimes que la France n'avait absolument pas commis, comme par exemple au Rwanda. Non, je pense que si les Français le réalisent, c'est qu'on a pu se moquer d'eux pendant 5 ans, hein, ou même pendant 10 ans, impunément. Et qu'ils en demandent. Pense qu'il peut y avoir un réveil. Les sondages actuels ne le montrent pas, mais les sondages actuels, c'est l'effet Ukraine. L'effet Ukraine, c'est quelque chose d'aléatoire et d'international. La situation internationale est très fébrile. On ne sait pas ce qui va nous tomber sur ce plan-là d'ici le jour de l'élection. En un mois, il peut se passer énormément de choses dans cette atmosphère électrique. Hein, on parlait d'électricité électrique, qui est l'atmosphère de l'Occident et d'une grande partie de la planète. Alors, ça a été favorable, semble-t-il, parce que je ne sais pas si les sondages ne sont pas très largement faussés, à Macron. D'ailleurs, entre nous, il a gagné 3 points. C'est pas non plus... on dit c'est le grand chef de guerre, mais il a gagné 3 points, de 24 à 27%. Il peut se passer énormément de choses. Ce que je sais, c'est qu'il y a une partie des Français qui veulent absolument changer de président, qui est détesté, pas par tous les Français. Il y en a qui sont très contents, surtout ceux qui se rendent compte de rien. Mais il y en a quand même un bon tiers, les anciens gilets jaunes, mais toute une série de catégories sociales qui ont été personnel médical, etc., qui n'en veulent plus. Et je pense que le jour du vote, ils sauront s'exprimer. L'homme qui n'aimait pas la France, aux éditions de Paris, Max Chaleil. Merci Roland Hureau. Bien, écoutez, merci Pierre Bergerot.